Douai-la-Fontaine, dans la campagne française. C'est un bourg tranquille du Maine-et-Loire de 5000 habitants, entre Saumur et Angers. Chantal Pathé est auxiliaire de vie. Elle se rend 2 fois par semaine chez Yvette Julien, une dame âgée. Ce mardi matin du 24 juillet 2012, elle passe devant la maison vers 8h15 et voit tout de suite un détail bizarre. D'abord, j'ai vu que les volets n'étaient pas ouverts, parce que le volet est toujours ouvert, et elle est en train de déjeuner, on la voit de la route en train de déjeuner sur sa table. C'est pas son habitude que les volets soient fermés. Et puis là, il y avait la voiture de l'infirmière. Alors qu'est-ce que je fais? Je m'arrête, puis je vois l'infirmière avec son téléphone. Puis elle me dit, mamie Yvette, elle n'a pas ouvert. J'ai dit, attends, moi j'ai les clés, je vais t'ouvrir. Les 2 femmes imaginent alors que Madame Julien ne s'est pas réveillée. Elles décident d'entrer, de pousser la porte. Quand je l'ai ouverte, j'ai senti quelque chose derrière qui me gênait. Et j'ai vu sa canne par terre et ses 2 chaussures par terre. Et je l'ai vue tout de suite par terre, Madame Julien. Qui gémissait. J'ai dit Madame Julien, et puis nous on ne comprenait pas. Hein. Elle était allongée sur le ventre, dans le sang. Dans le sang. Yvette Julien gît sur le seuil de la cuisine. Elle n'est pas en mesure de parler, d'expliquer ce qui lui est arrivé. Étant donné que la canne était par terre et ses 2 chaussures par terre, moi je me suis dit elle a trébuché. On a pensé ça, qu'elle était tombée. Hein. Tout de suite, j'ai pris son gilet. Elle avait un gilet sur une chaise, je l'ai recouverte. Et il y avait une couverture, je l'ai recouverte. Je l'ai couverte pour pas qu'elle attrape froid. Et en prenant le couloir, on a vu des choses par terre. Sa petite boîte à bijoux qui était par terre, il y avait des petits sacs par terre. Quand je suis passée dans sa chambre, j'ai vu que c'était tout déballé. Et puis dans le bureau, pareil également. On s'est dit oui, il y a eu quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Je lui disais, c'est Chantal, je suis là. Que gémissait, elle râlait comme si elle aurait voulu parler, qu'elle ne pouvait pas. Alertés, les secours arrivent très rapidement. D'abord, les pompiers de Douai-la-Fontaine, puis le SAMU. C'est là qu'on a vu tout ce sang, là. Alors, ils l'ont tiré pour pouvoir faire les premiers soins. Moi, je l'ai vu monter dans le camion. Ils emmenaient Madame Julien, elle n'avait plus que 5 de tension. Et vous vous dites quoi? Est-ce que je vais la revoir? Yvette Julien, 90 ans, est entre la vie et la mort. Elle est transférée au CHU d'Angers et rapidement, les médecins vont déterminer qu'elle a été attaquée sauvagement. Elle est blessée à de multiples endroits, le crâne, le visage, le nez, le menton. Les médecins légistes savent qu'il y a eu 7 ou 8 coups, dont un coup difficile derrière la tête, et puis des plaies profondes au poignet. On a une femme de 90 ans qui a le crâne fracassé, qui s'est vidé de son sang, qui baigne dans son sang depuis des heures et des heures sur le carrelage froid, qui râle encore au petit matin lorsqu'on la découvre. On ose à peine imaginer la souffrance qui est la sienne. L'agression est atroce. La nonagénaire survit à ses blessures, c'est un miracle. Mais l'enquête des gendarmes débouche sur une énigme, car l'arme du crime avec laquelle on a frappé la vieille dame est introuvable au domicile de la victime. Rien n'est retrouvé. Bien sûr, c'est un instrument contondant, mais on ne sait pas quel... On ne connaît pas, on ne sait pas, on ne comprend pas. On ne comprend pas avec quoi Madame Julien peut être agressée. On ne retrouve rien, si ce n'est une espèce de chope à bière en verre, cassée à proximité du corps, à proximité des poignets. Une chope à bière qui lui servait dans laquelle elle versait de la tisane avant d'aller au lit. Il est fort probable qu'on a tenté de lui ouvrir les veines avec les tessons de la chope à bière. Yvette Julien aurait été tailladée et tabassée au moment de son coucher vers 22h.
Il est impossible de déterminer avec quoi elle a été frappée à la tête. Un seul indice prouve que l'on a tenté d'effacer les traces. Le lavabo de la salle de bain est propre, mais a été utilisé. Il y a du Blue Star qui est passé dans le lavabo et effectivement le Blue Star réagit. On sait qu'il y a du sang qui a été récemment versé dans le lavabo. L'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que l'agresseur qui aurait frappé Madame Julien se serait lavé les mains. Donc l'agresseur a dû effectivement nettoyer quelque chose de sanglant dans ce lavabo. Eu égard au bazar de la maison, on fait l'hypothèse que Madame Julien a fait l'objet d'un cambriolage crapuleux. Les gendarmes demandent à Chantal Paté, l'aide ménagère, de les accompagner dans la maison pour confirmer la piste d'un cambriolage. Et là, c'est la surprise. Ces bijoux, Madame Julien se trouvait dans son armoire, dans sa chambre. Dans un espèce de panier, si on fait un petit truc en rotin, caché dans ses collants, enfin dans des... Il les retrouve, comme je leur dis. L'argent liquide qui était dans son classeur, il le retrouve également. Sa carte bancaire également. Son chéquier, tout était là. Pourtant, il existe bien un objet qui n'est pas là. Un objet qui sert à appeler les secours. Il y a une chose qui manque, c'est un collier d'alarme qu'elle avait toujours avec elle. Et on se demande où est parti ce collier d'alarme. Et ça, tout de suite, on pense qu'il y a quelque chose de bizarre. Et quand j'ai dit aux gendarmes, elle n'a plus son collier, moi, je me suis dit, la personne qui a pris ce fameux collier, elle savait qu'il servait à appeler au secours. Et elle l'a pris pour que je ne puisse pas venir à son secours. Celui qui a frappé la victime voulait donc absolument que la vieille dame de 90 ans ne puisse alerter personne. Mais encore fallait-il le savoir. De l'hypothèse du cambriolage crapuleux, on passe à l'hypothèse d'un cambriolage maquillé. Un pseudo-cambriolage. Mais pour quel mobile? Pour le découvrir, les enquêteurs explorent l'environnement de la rescapée pour trouver qui pouvait lui en vouloir. Et à nouveau, c'est un casse-tête. C'est une vieille dame qui vit seule, qui est veuve depuis une vingtaine d'années, qui n'a pas d'enfant, qui est autonome, active, qui vit dans une maison en milieu rural, seule. Reste le plus embarrassant pour les enquêteurs. S'il n'existe aucun suspect évident pour les gendarmes, en revanche, beaucoup de monde défile chaque jour chez Madame Julien. Celui qui a tenté de tuer la vieille dame est-il parmi eux? Le matin, elle avait les infirmières qui venaient. Nous, on était 3 femmes de ménage à venir. Elle avait le docteur qui venait, la podologue qui venait. Enfin, tout son petit monde dont elle avait besoin. Elle avait la voisine, elle avait... un peu plus loin, il y avait c'était une tante à moi. Le dimanche, elle venait jouer au Scrabble avec elle. Si, elle avait de la visite. Elle sort, très peu, mais elle sort. Elle reçoit des amis. Elle est physiquement encore alerte pour son âge. Elle a toute sa tête, elle gère sa maison toute seule, avec ses aides ménagères bien sûr, mais c'est quelqu'un qui a sa tête, qui a sa personnalité, qui est une femme forte. Tant qu'elle pouvait marcher, elle allait à l'église tous les matins, enfin le dimanche matin à Soulanger. Tant qu'elle pouvait marcher. Et le jour qu'elle n'a pas pu, elle regardait la messe à la télé. Et le prêtre, Marcel Cheminot, lui apportait la communion le dimanche matin en revenant de la messe. Elle ne se couchait pas sans avoir fait sa prière ou lire son évangile, ou enfin... elle se raccrochait beaucoup à ça. Enfin, elle était croyante, Madame Julien. Faut-il chercher l'agresseur parmi ces tranquilles paroissiens? Dans la campagne du Maine-et-Loire, l'affaire fait beaucoup jaser, dans une gentille bourgade où la délinquance ne fait jamais la une des journaux. On est en plein mois de juillet à Douai-la-Fontaine. Douai-la-Fontaine, c'est une toute petite ville. Tout le monde se connaît. Il y a beaucoup de personnes âgées. C'est une petite ville qui est connue principalement pour un zoo. Il y a un très grand zoo, un très beau zoo, mais autrement, il ne s'y passe pas grand-chose. Tout de suite, la nouvelle de l'agression de Madame Julien se répand bien sûr dans le village. Et il y a, nous on en a parlé beaucoup dans le journal à ce moment-là, tout à coup, tout le monde commence à avoir peur.
Dans le bourg, chacun devient suspect. Et si le voisin avait voulu éliminer Madame Julien? Et cette psychose, elle est entretenue par une grosse enquête des gendarmes, une enquête de porte-à-porte, quasiment systématique. Ils sonnent, ils font toutes les boîtes aux lettres comme ça, et toutes les portes. Dans le village, on suppute. Et si l'agresseur récidivait? L'hypothèse est plausible, car la vieille dame est hospitalisée, sous bonne garde. Elle est, depuis son agression, pendant 9 mois, gardée jour et nuit par des gardiens de la paix. On a peur? On a peur pour elle. Je pense que les gendarmes craignaient que la personne qui l'avait agressée revienne lui faire du mal. Parce qu'elle était vivante, c'était ça. Les visites étaient... il fallait qu'on montre notre carte d'identité, il fallait qu'on soit inscrite sur le registre pour visiter Madame Julien. Pourquoi une telle protection? Y aurait-il un prédateur dans cette région si paisible habituellement de Douai-la-Fontaine? Il y a des recommandations qui sont données par la gendarmerie aux personnes âgées d'être prudentes parce qu'on craint un crime de rôdeur. C'est des choses qu'on n'a jamais vues dans le coin ou alors depuis Mathusalem, on n'a jamais vu ça. Et il y a des recommandations qui sont données et vraiment les gens ont peur, les gens ont vraiment peur. Alors qu'on est en plein mois de juillet, alors qu'il devrait faire beau, alors que les gens ont l'habitude parfois de dormir avec la fenêtre ouverte. Et là, on ferme les volets toute la journée, et même le soir, et on sort plus à Douai-la-Fontaine. Douai-la-Fontaine a peur. L'énigme de l'affaire, c'est qu'il n'y a eu aucune effraction chez Madame Julien, laissée pour morte donc dans une maison soigneusement fermée, porte close, volets baissés, serrure bouclée. Tout indique donc que l'agresseur avait la clé, ce qui signifie forcément que c'est un familier. Madame Julien n'a pas d'ennemis. Et les seules personnes qui disposent de l'accès facile à son domicile, c'est celles qui la soignent, les auxiliaires de vie, l'infirmière, éventuellement les voisins. Il y a des recherches ADN systématiques qui sont faites. On trouve les ADN des gens qui interviennent, effectivement, les aides ménagères. On trouve l'ADN d'une veuve. Tout le monde est allé dans cette maison. C'est tout l'entourage, en fait, de Madame Julien qui devient suspect. Femme de ménage, jardinier, infirmière. Les premiers suspects sont son entourage, bien entendu, donc les personnes qui vivent à côté d'elle, qui l'aident dans la vie de tous les jours, les voisins, les auxiliaires de vie, le jardinier, l'infirmière. Donc on va s'intéresser à leur personnalité, à leur vie, à leur train de vie, à leur agenda. On va décortiquer toute leur vie. Mais comme cela ne donne rien de tangible, bientôt, ce sont les 5000 habitants du village qui sont sur la sellette. Il y a un jeune homme dans le coin qui a dû faire une tentative de suicide et qui est interrogé. Il habite tout près, donc on se demande si ça n'a pas un rapport avec l'agression de Mme Julien. À proximité du domicile de Mme Julien se situe un camp des gens du voyage. Et en face de sa maison, il y a un banc sur lequel est souvent assis des jeunes issus de ce camp qui passent la journée. Donc l'hypothèse que cette agression aurait pu être commise par ces jeunes, des gens du voyage, s'impose. Et il y a également un soifeur, enfin un ivrogne qui traîne dans le coin depuis un moment. On s'est demandé si ça n'avait pas dû être lui le rôdeur qu'on cherche, et puis non, finalement c'est pas lui. Donc l'enquête doit s'orienter vers d'autres pistes. Mais toutes les pistes aboutissent au même endroit, une impasse. Sans témoins, sans ADN, sans arme du crime, fait rarissime. Les gendarmes décident alors de jouer leur dernière carte, tenter de dessiner le profil criminel de l'inconnu qui a voulu tuer Yvette Julien. Les services d'enquête de gendarmerie vont se faire aider d'un spécialiste du profilage pour avoir une idée sur la personnalité de l'agresseur. Qui est-il? Qui peut-il être? Et pourquoi? Ce professionnel peut travailler sur rapport, comme il l'a fait, sur le rapport du médecin légiste, pour déterminer les blessures, pour répertorier l'ordre des blessures, à quel moment a-t-on donné un coup et de quel côté et avec quelle puissance. Également, une fois sur les lieux, dans la maison, le profileur va mesurer, va répertorier les différentes taches de sang
qu'il va identifier sur les murs, sur le sol. Après avoir minutieusement analysé la scène du crime, le profileur, ou plutôt la profileuse puisqu'il s'agit d'une femme, rend son rapport aux enquêteurs et ce rapport est très précis quant au comportement de l'agresseur. C'est un auteur qui était, pour elle, déterminé à ce que Madame Julien décède. Elle voit ça aux blessures du poignet et au vol de son médaillon d'alarme. Elle dit encore que c'est une victime, que la victime était bien ciblée. Qu'on cherchait Madame Julien, personne d'autre, et elle le voit au fait qu'il n'y a pas d'effraction et que les volets étaient refermés, qui veut dire qu'on l'a bien cherché elle. Par ailleurs, selon le rapport, c'est un proche. L'agresseur connaissait surtout sa victime, qui connaissait ses habitudes, puisque les coups portés à Madame Julien ne l'ont pas été à n'importe quel moment et pas n'importe comment, puisqu'elle a été attaquée de dos au moment de son coucher. Un agresseur sans émotion, toujours selon la profileuse. Elle devine que c'est un auteur qui est méthodique, qui a gardé son sang-froid, donc à un bon niveau intellectuel, quelqu'un qui a su se maîtriser jusqu'au bout, alors que la scène devait être quand même relativement violente. C'est ce qu'elle dit, il n'y a pas de décharge émotionnelle incontrôlable, ni une perte de contrôle de la part de l'agresseur. Ce qui ressort du travail du profiler, c'est quelqu'un qui connaissait la victime, qui connaissait ses habitudes et qui était déterminé à la faire disparaître. Et l'experte livre alors un nom. En l'état actuel de l'enquête, il ressort donc que la seule personne pour laquelle il pouvait y avoir un aspect utilitaire à la mort de Madame Julien est son neveu, Monsieur Boiteux, Maurice. Maurice Boiteux, c'est l'unique parent de la victime, le neveu, marié et heureux, qui habite à plus de 600 km. C'est une hypothèse à première vue totalement farfelue. Pour les enquêteurs, cette piste est bancale, car pour chaque crime, il y a un mobile. Or, entre Tante Yvette et son neveu, les gendarmes ont beau chercher la moindre trace de conflit, il n'y en a pas. Ce seul neveu qu'elle a, qui s'appelle Maurice, qu'elle a, comme Madame Julien était sage-femme, elle l'a accouché. C'est elle qui l'a accouché. Elle entretient, comme elle-même n'a pas pu avoir d'enfant, elle a un rapport très filial avec lui. Maurice, c'était son Dieu. C'était son Dieu, il était le fils qu'elle n'avait jamais eu. Elle était fière de Maurice, oui, elle était fière de son Maurice. Il l'appelait tous les jours, vers 4 h de l'après-midi. Il ne fallait surtout pas se trouver chez elle à 4 h de l'après-midi. C'était pas très long le téléphone, mais elle savait qu'à 4 h il l'appelait. Maurice a toujours entretenu d'excellents rapports avec sa tante. Il a toujours été très attentionné, très gentil, très affectueux. Et c'était réciproque d'ailleurs. Quand Madame Julien a été agressée, hospitalisée et forcément traumatisée, elle ne souhaitait vivre qu'auprès de sa seule famille, c'est-à-dire Maurice. Il était le seul qui pouvait la comprendre, il était le seul qui l'accompagnerait jusqu'à la mort. C'est donc sans mobile apparent que les gendarmes partent dans les Vosges, à 600 km de là, pour enquêter sur Maurice Boiteux, le criminel, selon l'analyse de la profileuse. À Mirecourt, où réside M. Boiteux, les enquêteurs ne vont pas vraiment rencontrer l'assassin de sang-froid déterminé qu'on leur a annoncé. Maurice, c'est un ancien garagiste à Mirecourt, qui a des bons copains. Donc c'est quelqu'un d'attachant, qui est amical, qui est serviable certainement, qui est bon père de famille. Voici l'ancienne société de la famille Boiteux, honorablement connue et réputée à Mirecourt, et qu'a bien connu Bernard Jacques, commerçant et ami. Je m'en rappelle de leur garage, quand j'étais plus jeune, avec les pompes à essence devant. C'était le grand-père Boiteux qui tenait ça. C'était ses clients, c'était presque des amis. C'est des gens très comme il faut. Hein. Il a repris. Après, il a progressé, puisqu'il avait eu un gros garage, une grosse concession qu'il avait remontée à Vittel, où ça marchait bien.
Selon ses anciens employés de l'époque, Maurice était un directeur très humain, d'après Michel par exemple, mécanicien pendant 40 ans au garage Boiteux. C'est un décideur quand même, je pense. Hein. C'est quand même un patron, donc pour être patron, il faut déjà avoir l'âme de décideur. Vous n'avez jamais eu d'histoire avec lui. C'était toujours passé normalement, quoi. Il arrondissait les gens quand on avait des ennuis avec les clients. Il prenait toujours la responsabilité. Il nous protégeait. Un bon patron donc, très énergique. En retraite depuis quelques années, Maurice Boiteux reste très actif. Un homme énergique, mais qui jouait à son niveau, mais qui aimait bien gagner, bien sûr. Il jouait au tennis. Alors il se trouve que, concrètement, on était de même niveau, donc on jouait ensemble et puis on s'appréciait. Mais j'avais aucun mérite à l'apprécier parce que je crois qu'il était grosso modo apprécié de tout le monde. Charmant et aussi charmeur, Maurice Boiteux. Lors de son dernier mariage, même le club de tennis lui a fait un peu la fête. Il y a des photos justement où il sort de la mairie avec un toit constitué par des raquettes de tennis. Il a donc eu trois femmes splendides. Mais je me demande comment ça aurait pu être autrement, puisque lui-même, c'est un beau gosse, qui avait de l'argent, qui est sympa, qui fait attention aux autres, qui n'écrase pas les autres. Il a tout pour plaire. Malgré ce portrait flatteur, les enquêteurs reconstituent l'emploi du temps de Maurice Boiteux, précisément le jour du crime, le lundi 23 juillet 2012. La victime a été agressée dans la nuit, à plus de 600 km de là. Le neveu de Tata Yvette aurait-il pu quitter les Vosges pour se rendre dans l'ouest de la France, du côté d'Angers ? Faire ce trajet, c'est presque traverser tout le pays, d'est en ouest. Cela représente à l'aller 6 heures de trajet si on roule à 115 km/h en moyenne. Si c'est lui, il y a évidemment un trou dans son emploi du temps du lundi. Les gendarmes vérifient. Ce lundi, en début d'après-midi, il s'est rendu chez un tapissier. Il décide d'aller le voir dans sa boutique pour lui remettre les clés, pour qu'il vienne chez lui, lui changer sa moquette. Il passe donc un petit moment dans cette boutique, à voir du monde, à voir cet artisan. Lorsque les gendarmes sont venus nous demander des dates précises, effectivement, il a fallu que je retrouve mes fiches employées pour qu'on s'aperçoive qu'on est venu lui apporter la moquette à 13h30. Et moi, j'étais allé en leur compagnie, justement pour monter sur le toit du camion et passer la moquette par la fenêtre. À 13h30, le jour du crime, Maurice Boiteux était donc chez cet artisan. Et dans l'après-midi, il pratiquait son activité sportive favorite. Il décide d'aller faire du vélo aussitôt, une 50aine de kilomètres. Maurice Boiteux se rend à Contrexéville, à 20 km. Il se désaltère au terme, puis il passe au club de tennis où il croise des connaissances. Et sur la route, il rencontre un de ses anciens salariés de garage, lequel va rendre visite à sa femme qui vient d'accoucher à la maternité. Il est 18h30. À 18h30, Maurice Boiteux est encore dans l'est de la France et l'un de ses amis peut même le confirmer. Nordine confirme qu'il a bien vu son ancien employeur sur la route au moment où il allait visiter sa femme à la maternité. Sa femme a bien accouché et il a bien été vu à l'hôpital, donc l'alibi tient. Puis, le neveu de tante Yvette rentre chez lui, il se met au lit et le lendemain, c'est tennis, dès 8h du matin. Là encore, c'est confirmé. C'est sur les cours de tennis de Mirecourt, dehors, donc des cours non couverts. Et je crois me rappeler, ce qui a toujours fait un peu sourire, je crois me rappeler que j'avais gagné. En rentrant, Maurice, le cycliste, se rend chez son ami Doudou. Et les gendarmes sont venus me demander s'il avait mis des pneus de vélo. Je me rappelais avoir changé de pneus à Maurice. Un emploi du temps chargé donc est confirmé par plusieurs témoins. Mais les gendarmes ne veulent pas désavouer leur collègue, la fameuse profileuse, qui voit en Boiteux un homme déterminé à tuer. Alors ils vérifient l'éventualité d'un trajet chez sa tante de M. Boiteux, qui aurait dû faire presque 11 heures de route sans compter le temps de l'agression.
On fait des tonnes de vérifications. Et ils ont cherché qui avait pris l'autoroute ce soir-là, qui avait payé dans les commerces et dans les restaurants de Douai-la-Fontaine ce soir-là, qui avait, oui, les transactions de carte bleue, la téléphonie, ils ont étudié plein de choses. Les enquêteurs vont déjà vérifier ce qui est aujourd'hui un petit peu un traceur en soi, c'est-à-dire la téléphonie. De voir déjà si le téléphone de Maurice Boiteux n'aurait pas par hasard accroché des bornes sur le trajet ou, par extraordinaire, à Douai-la-Fontaine. Donc il n'y a aucune trace de téléphonie sur ce trajet et surtout pas d'ailleurs sur Douai-la-Fontaine aux dates qui nous occupent. De la même manière, ils épluchent les moyens de paiement donc au niveau bancaire, l'utilisation d'une carte bleue, et il n'y a aucune dépense qui est faite sur la distance de Mirecourt à Douai-la-Fontaine et encore moins sur Douai-la-Fontaine. Autre vérification technique, un éventuel passage du véhicule de Maurice Boiteux par les péages d'autoroute, repérés par les caméras de surveillance. On va essayer de sortir les plaques d'immatriculation. Donc il y a une exploitation minutieuse des stations de péage qui est réalisée et ça ne va rien donner. Donc en fait, ces éléments qui marquent en principe un déplacement d'un individu ne sont pas là, en tout cas n'aident pas les enquêteurs dans ce dossier. C'est pas possible, il n'a pas pu quitter Mirecourt, il est toujours à Mirecourt, donc les gendarmes cherchent mais ne trouvent pas. Matériellement, il est quasiment impossible de faire 50 km en vélo, 1200 km en voiture, aller tuer sa tante, revenir, faire un match de tennis à 8 heures. C'est compliqué et ça ne tient pas au niveau des horaires. Maurice Boiteux est mis très clairement à l'écart des suspects. La sauvage agression d'Yvette Julien reste un véritable mystère. Mais il y a encore une chance. Et si la survivante à ce cauchemar avait négligé un détail? Les gendarmes interrogent donc la victime à l'automne 2012. Mais âgée de 90 ans, accueillie désormais dans une maison de retraite à sa sortie de l'hôpital, elle est totalement amnésique et traumatisée. Elle fait des cauchemars, beaucoup de cauchemars. Elle est incapable de rester seule dans une pièce. Elle ne peut plus être de dos face à une porte. Donc c'est quelqu'un qui ne va pas bien. Elle n'a pas pu nous dire beaucoup d'éléments au cours de cette soirée. Elle nous a toujours indiqué qu'elle n'avait rien vu, qu'elle n'avait rien entendu et qu'elle ne comprenait pas ce qui s'était passé. Celle qui va tenter de débloquer cette situation figée, c'est cette jeune femme, Lucille Civelle. C'est une zoothérapeute qui a ouvert récemment une école de médiation animale près d'Angers. La médiation animale, c'est une relation d'aide. Donc en fait, on utilise l'animal comme support à la relation. C'est vraiment un merveilleux lien social. En fait, la médiation animale, elle s'adresse vraiment à tout public. Les enfants, les troubles autistiques, les personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer. L'animal rassure, établit une confiance. C'est quoi son rôle primordial? En fait, c'est ça. Déjà, vu par son non-jugement, il rassure, il apaise. Et en fait, quand on travaille en médiation animale, le bénéficiaire n'a pas vraiment l'impression d'être dans un travail thérapeutique ou éducatif par la présence animale. Avant de rencontrer Yvette Julien, Lucille Civelle connaît l'agression dont elle a été victime. Elle connaît ses peurs, ses angoisses, mais aussi son mutisme. C'était une personne qui était prostrée, qui ne pouvait rester seule à aucun moment. Il fallait toujours qu'elle ait du contact et en même temps, elle ne parlait à personne. Il y avait un isolement qui était trop fort et puis surtout, c'est qu'elle refusait tout accompagnement psychologique extérieur. Et la première rencontre, ça se passe comment? Le regard émerveillé vers Gaïla. Par contre, elle ne m'adresse pas du tout la parole. Je posais des questions à la chienne, indirectement du coup, pour Madame Julien, et en fait, elle répondait à la chienne et voilà. Ça a été vraiment une bouée de sauvetage, Gaïla. Et à partir du moment qu'elle a tissé son lien de confiance avec Gaïla, là, la relation a pu s'instaurer avec moi. Et au début, c'était vraiment des promenades avec elle dans le parc,
quelque chose de très léger qui passait toujours par le chien, c'était une personne qui avait besoin de retrouver un équilibre affectif. Donc on a vraiment travaillé d'abord sur le soutien affectif, donc c'est-à-dire les temps de contact, d'avoir la chienne. Elle appréciait vraiment beaucoup que la chienne monte sur son lit pour la caresser, etc. Il y avait aussi beaucoup de temps de silence où elle pleurait, mais du coup je laissais vivre le silence. Et après du coup je pouvais reprendre ça pour pas la laisser quand je quittais la séance avec tout ça. Et au fur et à mesure, elle a verbalisé des mots comme la peur, la crainte. Et puis avec l'animal, elle parlait beaucoup de fidélité, qu'il n'y avait que les animaux qui étaient fidèles. Et à partir de ça, on a pu instaurer un dialogue et parler de tout ce qu'elle a pu vivre. Au fil des mois, c'est grâce aux séances avec la chienne Gayla et avec la zoothérapeute qu'Yvette Julien réapprend peu à peu à parler. Elle exprime que maintenant, elle est apaisée et qu'elle continue, elle continue à vivre le temps des années qui lui restent. Voilà, elle exprime comme ça. Elle mange bien, elle dort bien, elle voit Gayla, c'est très bien. Yvette Julien verbalise enfin son agression. Mais pour les gendarmes, cela n'apporte rien de plus quant à l'identité de son agresseur. Pour relancer leur enquête qui est au point mort, ils se concentrent à nouveau sur la scène de crime, avec enfin un peu plus de chance cette fois-ci. Dans cette maison, on va découvrir un livre de comptes extrêmement important, parce que sur ce livre de comptes qui appartient à Madame Julien, sont mentionnées toutes les opérations financières de sa vie. Et on constatera qu'à plusieurs reprises, elle a fait don, ou plutôt prêt, de grosses sommes au bénéfice de Maurice, qu'il devait lui rembourser et qu'il n'a jamais remboursé. À plusieurs reprises, quand il a des problèmes avec le fisc dans le courant des années 90, elle l'aide, elle lui donne beaucoup d'argent. Elle lui a acheté une voiture, elle lui a prêté beaucoup d'argent. Et puis surtout, il sera son héritier. Il héritera de sa maison, et puis il aura aussi l'assurance vie, qui est relativement importante, de 100 000 €, qui est notée dans les héritages. Pourquoi Maurice Boiteux a-t-il autant emprunté d'argent à sa tante Yvette alors qu'apparemment il avait une très bonne situation? Et là, on va se rendre compte que Maurice, c'est quelqu'un qui a eu, à un moment donné, beaucoup d'argent, qui a eu un train de vie assez dispendieux. Il fréquente des gens qui sont d'un niveau financier qui est supérieur au sien, et il dépense trop, il dépense beaucoup trop, et il a des gros problèmes financiers. Son grand garage, avec plus d'une trentaine de salariés, va lui échapper. Il deviendra même par la suite, et il sera contraint de l'accepter, chauffeur de car pour la ville. Et puis sa femme, sa nouvelle femme, qui est ukrainienne, qui lui coûte cher, donc il dépense beaucoup trop, et il n'a plus de sous. Il essaye de mettre sa grande maison de famille de Mirecourt à vendre, mais il ne réussit pas à la vendre. Et cette bérésina financière peut constituer un mobile, car Maurice Boiteux ne pouvait pas s'en sortir. Et, à un moment donné, la machine s'enraye, on ne vous prête plus, les amis, vous leur devez de l'argent, ils ne vous prêtent plus, et les créanciers, eh bien, commencent à se manifester. Juillet 2012, Maurice Boiteux a besoin de 100 000 €, immédiatement. Un besoin urgent d'argent donc, un testament qui l'attend, le mobile est là. Les gendarmes filent dans les Vosges avec un seul objectif, faire craquer leurs suspects. Le 16 avril 2013, 9 mois après l'agression, ils interpellent en même temps Maurice Boiteux et aussi, souvenez-vous, son ancien carrossier qui lui avait fourni un alibi. Son ancien employé, qui dit l'avoir croisé dans la rue vers 17h30, à Mirecourt, et là, on l'interroge d'un peu plus près, et puis on se rend compte qu'en fait, les dépositions ne concordent pas vraiment, notamment il y en a un qui arrive dans une rue d'un côté, de l'autre, enfin, il n'y a plus rien qui correspond. Et Nordine, immédiatement, craque et informe les services d'enquête qu'il a menti, qu'il est bien allé voir sa femme ce jour-là qui venait d'accoucher, mais qu'en aucun cas il a croisé son ancien employeur. Il a menti en indiquant avoir vu Maurice Boiteux à vélo. Mais les enquêteurs savent qu'ils ont gagné à ce moment-là. Tout de suite, on se rend compte que Maurice Boiteux a menti et qu'il n'y a plus d'alibi. À la gendarmerie, on explique à Maurice Boiteux qu'il n'a plus d'alibi pour le jour du crime.
Et comme toute personne intelligente, lorsqu'on met une démonstration qui tient la route et de façon très carrée sous les yeux, eh bien on passe aux aveux. Maurice craque et explique comment il a eu l'idée d'aller tuer sa tante et pourquoi. Et là, les enquêteurs sont stupéfaits, car Maurice Boiteux, ex-patron d'entreprise, leur livre un scénario criminel millimétré, la preuve d'un assassinat quasi parfait. Les gendarmes sont assez admiratifs, ils le reconnaissent même, ils sont assez admiratifs de la façon dont tout seul il les a bernés. Il va prendre toutes les précautions, des précautions très précises. Il s'habille en fonction et emporte dans un sac une tenue de rechange, une tenue sportive. Il laisse à la maison son portable pour éviter que son téléphone déclenche les bornes sur l'autoroute afin d'éviter qu'il soit identifié. Il va prendre la précaution de ne pas utiliser de carte bleue. Il retire de l'argent, beaucoup de liquide pour payer le carburant, pour payer l'autoroute. Il emporte avec lui du scotch pour maquiller ses plaques d'immatriculation. Et il prend la route. Sans faire d'excès de vitesse pour ne pas être pris, c'est ce qu'il expliquera. Un trajet de 600 km, pas moins de 6 heures de route avant d'arriver chez sa tata Yvette. Il ne sort pas à la gare de péage habituelle. Il sort assez loin de Douai-la-Fontaine, lieu de domicile de sa tante, pour ne pas être repéré. Il arrive après à Douai-la-Fontaine, il prend bien la peine de se stationner à plusieurs centaines de mètres de là. Sur un parking, le parking du centre commercial. Et il enfile sa tenue de jogger. Il met sa capuche. Il prend bien la peine de se déguiser entre guillemets en jogger. Parce que la nuit est tombée, il faut pouvoir justifier pourquoi on marche dans un village qui est peu fréquenté. Donc il trottine jusqu'à la maison de sa tante. Mais une fois sur place, comme le prouvent ces photos de la reconstitution judiciaire où un des enquêteurs joue le rôle de Maurice Boiteux, rien ne se passe comme prévu. Arrivé chez sa tante, il passe par l'arrière, monte les escaliers, il a les clés. Il ouvre la porte discrètement. L'intention de Maurice, quand il rentre dans la maison, il est un peu plus de 22 heures, sa tante est censée dormir, c'est d'aller dans la chambre et de la faire tomber au sol pour faire croire à un accident. Au moment où il rentre, la lumière de la chambre s'allume. Surpris, le neveu d'Yvette Julien se réfugie au sous-sol. Il est dans la cave, il s'assoit sur les marches, et là, plusieurs moments, il doit réfléchir, il hésite, il ne sait pas quoi faire. Et puis à un moment, il se décide, et il attrape une bouteille. Il remonte les escaliers de la cave, il se dirige dans la cuisine. Dans le couloir, il voit que sa tante, elle n'est pas couchée, elle est debout. Elle est juste, il la voit juste de dos, et avec la bouteille, il la frappe. Yvette tombe et il continuera à la frapper, à lui sectionner le poignet. Avec les fameux tessons de verre qui étaient résultat de sa chope avec laquelle elle buvait sa tisane avant de dormir. Maurice Boiteux lave ensuite la bouteille avant de la replacer dans la cave. Voici l'arme de la tentative d'assassinat qui a démoli, passez-moi l'expression, le crâne de la victime. Une bouteille qui n'a pas explosé sous la violence du choc, qui n'a jamais bougé de sa cave. Malgré les recherches des gendarmes, elle était là, à 2 pas de la scène du crime. Comme l'avait justement analysé la profileuse, Boiteux n'a pas perdu son sang-froid. Après avoir agressé avec la bouteille sa tante et la laissant pour morte, il met en scène un faux cambriolage. Il prend la peine de bien tout refermer, de fermer la porte à clé, et il va passer par un volet qu'il n'oublie pas de mettre en marche pour qu'il se rabaisse derrière lui. Maurice Boiteux, quand il quitte la maison,
Il est convaincu que sa tante est morte ou sur le point de mourir. Il ne lui a laissé aucune chance. On lui tailla dans les veines, en la vidant de son sang. Elle était condamnée à mourir, d'autant qu'elle n'avait plus cette présence verte, elle ne pouvait plus appeler au secours. C'est monstrueux, c'est monstrueux. Le procès s'ouvre le 29 janvier 2015 devant la cour d'assises du Maine-et-Loire, à Angers. La presse attend de voir celui qui aurait commis un crime presque parfait. Et d'emblée, l'accusé crée la surprise. Il dit « jetez-moi en prison jusqu'à la fin de mes jours, je mérite que ça ». Il nous dit des choses comme ça. Maurice Boiteux, quelque part, était dans une forme de suicide dans ce procès, parce que sur les 3 jours, à plusieurs reprises et dès le premier jour, il a indiqué à la cour « un salaud comme moi, il faut me mettre perpète ». Tout l'enjeu sera de comprendre comment un homme a priori inoffensif a pu sauvagement attaquer une vieille dame vulnérable qu'il adorait depuis toujours. Il dit qu'il a fait ça parce qu'il avait plus de sous, notamment pour payer les études de ses filles qui sont dans la salle d'audience, et ça c'est... Les pauvres enfants, les pauvres gamines, c'est pas bien pour elles. C'est devant cet expert que Maurice Boiteux va expliquer son mobile. Incroyable! Il était temps, dit-il, pour Tata Yvette, de laisser la place aux jeunes. J'avais des dettes, j'avais besoin d'argent pour ma famille et ma fille Esther. J'ai eu un raisonnement idiot, simpliste. Ma tante, c'est la sœur de mon père, mais c'est comme ma mère. Je lui téléphonais tous les jours, c'était une fusion. Je suis allé passer 8 jours chez elle. Après, j'ai fait juge de ligne pendant 1 semaine. Et puis le dimanche, le lundi, je dis à Tata, Tata a 90 ans, elle a de l'argent, tout l'argent est pour moi, il faut qu'elle se sacrifie pour ma famille. Moi, j'ai eu le sentiment qu'il se sentait quelque part, il se sentait investi d'une certaine mission. D'ailleurs, il le dit, il n'y avait que moi qui pouvais faire ça. Une mission un peu sacrificielle, oui. Il fallait sacrifier personne qui, dans le groupe, n'avait plus vraiment d'utilité, sans doute, pour que le reste de la famille puisse survivre. Un côté bouc émissaire. Non. Mais il n'empêche, me semble-t-il, de mon point de vue, il n'empêche qu'il a dû fabriquer cette histoire pour permettre le passage à l'acte et pour éventuellement aussi se justifier, enfin, pour se donner une bonne conscience quand même. Enfin. La rencontre, le face-à-face entre la vieille tante miraculée et le monstrueux neveu, un soir d'été, c'est le moment que tout le monde attend à l'audience. C'est le dernier jour du procès, c'est le matin, et elle arrive. Alors la scène est assez théâtrale, parce que comme il y a le fauteuil roulant, on est obligé d'ouvrir grand les portes, là, et puis silence de plomb dans la salle d'audience. Et là, elle arrive tout doucement, tout doucement. Soudain, elle le voit, elle est figée, voire sidérée, et elle crie Maurice, l'appelle, et elle lui tend le bras. Et lui répond Tati, il tend son bras également, et deux mains qui se rapprocheront jamais, et des sanglots de part et d'autre. Elle dit comme ça à la présidente, je lui pardonne, mais c'est une erreur qu'il va payer cher. Il y a Maurice qui l'interpelle, là, qui dit, je te demande pardon, Tata. Et puis Tata, il répond, hélas, ça ne suffit pas. Tu es ma maman, tu es plus que ma maman. Je le sais. Depuis la naissance, tu as toujours été avec moi. Après, tu as été ma marraine. Quand je ne dors pas depuis le mois de juillet, je pense très fort à toi. Je fais et là, du coup, c'est la vieille dame qui dit « Je fais confiance à tout le monde pour obtenir un jugement juste. » Et puis elle s'en va. Et puis il y a Maurice qui dit « Tata, Tata !» Et puis voilà. Et c'est fini. Ça a duré quelques instants. Mais c'était un moment très, très émouvant. Le 31 janvier 2015, les jurés rendent à leurs yeux le jugement juste demandé par Yvette Julien. Maurice Boiteux est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que
l'agresseur est quelqu'un de profondément, enfin je le crois, profondément humain, quoi. Il y a une vraie humanité dans ce type-là, mais ce qu'il a fait en même temps est profondément inhumain aussi. Il y a ce paradoxe qui est là. Ils se sont beaucoup aimés, sincèrement, en continu, toute leur vie, pendant 65 ans. Et c'est peut-être ce qui a conduit les jurés à être intraitables sur cette trahison. Ce jour-là, Yvette voyait Maurice pour la dernière fois.